Si vous avez déjà entendu parler d'Art Blakey et des Jazz Messengers, alors vous avez sûrement déjà entendu Moanin. Moanin est une chanson vraiment inspirée de la musique gospel, elle-même issue des spirituals, et elle a été composée par Bobby Timmons, un pianiste très représentatif de ce style hard bop dont nous parlons depuis la semaine dernière. Bobby Timmons a composé bon nombre de mélodies durant les années 50 et 60, et elles ont toutes en commun cette saveur particulière liée au blues, au gospel et à l'ambiance des églises baptistes noires américaines dans lesquelles bon nombre de musiciens de jazz ont découvert la musique et son pouvoir de communication. Ce qui fait tout de suite penser à l'église dans Moanin, c'est cette fameuse cadence plagale, qu'on appelle aussi la cadence Amen, et qui consiste à précéder l'accord de premier degré par celui du quatrième degré. Et sans nous lancer dans de grandes considérations théoriques, il s'agit bien là d'un élément qui nous permet d'identifier ce son churchy de Moanin. Le hard bop se nourrit de blues, de soul, de funky, mais cela n'empêche que ce style peut lui aussi être assez complexe. Par exemple, avec le compositeur saxophoniste Benny Golson, qui pouvait écrire des morceaux très simples, mais aussi d'autres très complexes harmoniquement. Sur cet album Blue Note que nous entendons avec Moanin, il y a aussi une composition de Benny Golson qui est intitulée Along Came Betty, qui est extrêmement sophistiquée, assez compliquée d'un point de vue mélodique et surtout harmonique. La voici interprétée toujours par les Jazz Messengers.
la fin des années 40 au milieu des années 60, Blue Note Records a été la compagnie de disques qui produisait le plus de disques de musiciens hard bop. Tout commence avec deux immigrants allemands, Alfred Lion et Francis Wolff, qui adorent le jazz et manifestent le plus grand respect pour les musiciens de jazz. Les disques Blue Note de cette époque sont tous fantastiques. On ne peut pas acheter un mauvais disque Blue Note enregistré à cette époque-là. L'une des raisons évidentes de la réussite de cette entreprise reposait sur une prise de son exceptionnelle effectuée par un génie de l'enregistrement qui s'appelait Rudy Van Gelder. Rudy enregistrait les disques Blue Note dans son garage transformé en studio dans la banlieue de New York à Inglewood. Contrairement à la pratique courante de l'époque, les patrons de Blue Note proposaient aux musiciens de répéter pendant 2 ou 3 jours avant d'enregistrer leurs disques et cela faisait évidemment la différence. On entend bien cette cohésion et ce travail approfondi lorsqu'on écoute un disque Blue Note. Durant cette période des années 50 et au début des années 60, le groupe d'Art Blakey, les Jazz Messengers, comptait dans ses rangs parmi les plus grands trompettistes et saxophonistes ténors de l'époque qui ont fait l'histoire du jazz moderne. Nous allons écouter une autre composition jouée par le groupe d'Art Blakey, son titre Thermo, dans lequel vous allez pouvoir apprécier le caractère impétueux et enthousiaste de cet orchestre exceptionnel. Bien sûr, vous avez sûrement reconnu le grand Freddie Hubbard à la trompette. Les Jazz Messengers, c'était comme l'université du hard bop. Si vous regardez la liste des musiciens qui sont passés dans cet orchestre, vous vous apercevrez que vous avez là le Gotha du jazz de cette époque. Kenny Dorham, Lee Morgan, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Wynton Marsalis, Terence Blanchard, Benny Golson, Wayne Shorter. Les Jazz Messengers, c'est une institution qui occupera le devant de la scène du milieu des années 50 jusqu'au début des années 90. L'un des musiciens les plus célèbres et les plus influents de cette époque a sans doute été le trompettiste Clifford Brown, qui avait inventé un quintet avec le batteur Max Roach. Alors, Clifford Brown a eu une vie assez tragique puisqu'il est mort dans un accident de voiture très jeune et on n'a jamais pu imaginer à quel point ce musicien aurait pu se développer puisque à l'âge de 23 ans, c'était déjà l'un des plus grands génies de cet instrument. À l'origine, la place de saxophone ténor dans cet orchestre
avec Max Roach était tenu par Harold Land, qui a plus tard été remplacé par le grand Sonny Rollins. Il y a quelques points qui rendent ce quintet différent des autres groupes de l'époque. Ils avaient notamment des arrangements formidables, avec des introductions sur les morceaux toujours très originales, même avec seulement 2 soufflants. Alors on va écouter maintenant une version de I Remember April par le quintet de Clifford Brown et de Max Roach. Un autre grand saxophoniste ténor de cette époque, dont nous avons déjà parlé précédemment, c'est Dexter Gordon. Son approche de l'improvisation, du style et sa sonorité en font l'une des voix majeures du style hard bop. Écoutons l'une de ses compositions, Cheesecake.
Les années 50 marquent aussi l'apparition d'un instrument d'abord utilisé dans les églises, mais qui devient un instrument extrêmement populaire avec le pianiste Jimmy Smith qui s'en empare, mais aussi le rhythm and blues et le rock qui l'adopteront. C'est la marque Hammond qui construit le B3, qui deviendra l'instrument favori des organistes passés et futurs. C'est un instrument lourd et difficile à déplacer, accompagné de son haut-parleur logé dans ce qu'on appelle une cabine Leslie, un meuble dans lequel tourne une hélice qui, en se déplaçant et en déplaçant l'air à des vitesses changeantes, va créer une sorte de vibrato tout à fait caractéristique du son du B3. Associé au clavier double, qui se joue donc avec les mains, l'organiste va aussi pouvoir se servir d'un pédalier sur lequel il jouera bien sûr avec ses pieds, et ce pédalier lui donnera accès aux notes basses qui lui permettront de remplacer un bassiste. Le trio de Jimmy Smith est composé d'un guitariste, d'un batteur et de l'orgue B3. Souvent rejoint par un saxophoniste, le trio de Jimmy Smith s'impose comme l'une des petites formations les plus emblématiques du style hard bop. Impossible d'aborder le style hard bop sans parler de Cannonball Adderley, un formidable saxophoniste alto qui a connu une véritable ascension lors de son entrée dans le sextet de Miles Davis dans la deuxième moitié des années 60. L'une des caractéristiques principales du jeu de Cannonball, c'est sa sonorité et son jeu marqué par le blues et le gospel. En 1958, Cannonball projette même d'arrêter sa participation au sextet de Miles pour retourner à sa musique de prédilection, le jazz soul. Mais Miles Davis arrive à le persuader de rester et d'enregistrer l'album Kind of Blue, qui contribuera à faire de ses protagonistes des stars planétaires. Alors la musique de Cannonball est, comme on dit, et comme on l'a dit, très influencée par le blues et le gospel. On peut appeler ce style soul jazz, style qu'il va développer avec son quintet dans lequel son frère Nat joue du corps. L'un des musiciens remarquables de cet orchestre sera le pianiste accordéoniste autrichien Joe Zawinul, qui plus tard sera l'un des deux leaders du groupe Weather Report. L'une des particularités de Cannonball, c'est aussi de s'adresser longuement au public lors de ses concerts pour présenter sa musique et raconter des anecdotes. Voici un exemple de ces longues introductions avec ce morceau enregistré live à San Francisco en 1959. Now we're about to play a new composition by our pianist, Bobby Timmons. This one is a jazz waltz, however it has all sorts of properties. It's simultaneously a shout and a chant, depending upon whether you know anything about the roots of church music and all that kind of stuff, meaning soul church music. I don't mean Bach chorales and so that's different, you know what I mean? This is soul, you know what I mean? You know what I mean? All right. Now we're going to play this by Bobby Timmons. It's really called This Here. However, for reasons of soul and description, we have corrupted it to become Dish Here. So that's the name, Dish Here.
Alors deux des plus importants saxophonistes ténors des années hard bop sont John Coltrane et Sonny Rollins. Ils ont à eux deux placé la barre tellement haut que des générations de saxophonistes ténors n'auront de cesse de les imiter pour s'en approcher. Tous deux compositeurs exceptionnels, improvisateurs géniaux et techniciens hors pair. L'un des albums phares de cette période, qui les met tous deux en scène, c'est l'album Tenor Madness, dont voici le morceau titre, composé par Sonny Rollins, qui vit toujours, alors que John Coltrane a disparu en 1967. Cet album est un classique et ces deux saxophonistes sont probablement parmi les plus grands génies que le jazz a produits. On entend toujours dans leur jeu ces réminiscences du blues et du sacré avec le gospel qui sont les composantes essentielles du style de cette musique. Dans une petite anecdote, longtemps après ce disque Tenor Madness, deux autres ténors emblématiques des années 80, Michael Brecker et Bob Minzer, vont enregistrer un disque à deux ténors dans lequel ils rendront notamment hommage à John Coltrane en jouant tous les deux Giant Steps. Le hard bop est toujours bien vivant. Au début des années 80, le mouvement Revival, initié par Wynton Marsalis et les musiciens de sa génération, a redonné une nouvelle impulsion à cette musique à la fois festive et exigeante. La plupart des musiciens de jazz dits modernes se revendiquent de cet héritage et c'est aussi souvent le style qui sert de base pédagogique dans l'enseignement du jazz dans les écoles de jazz de par le monde. Voici pour terminer une composition de Joe Zawinul, autrichien d'origine, mais qui sait mettre en valeur tous les éléments de la musique jazz, soul, gospel, blues, une musique directement issue des églises, mais qui s'écoute et se ressent de manière presque charnelle. Le morceau s'appelle Mercy, Mercy, Mercy. Et même si le sens de ce titre en appelle au divin, on ne peut que s'incliner devant ces musiciens exceptionnels et les remercier de nous avoir donné tant de beauté. Merci, merci, merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.